Café Croissance. Un podcast Audiolab. On lit ici et là que plus de 95 000 entreprises en Suisse devront être cédées dans les 5 ans à venir. Parmi les sources, le site de la Confédération qui estime qu'environ une PME sur 3 disparaît parce qu'elle ne trouve pas de repreneur. Pour étayer ces chiffres, la plus haute instance politique du pays cite une source datant de 2012. C'est dire si ce sujet épineux ne déclenche que peu d'emballement. Cette voix qui vous parle est celle de Warco Brienza. Bienvenue dans Café Croissance, le podcast qui parle de business et de transformation de soi. Retrouvez les notes de l'épisode sur audiolab.ch. Café Croissance est disponible un peu partout, d'Apple Podcast en passant par YouTube ou Spotify. Alors si vous voulez faire croître Café Croissance, votez sur votre plateforme préférée ou laissez-nous un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Ceci étant dit, qui est-ce qui m'accompagne cette semaine ? Ce n'est pas mon acolyte Tony Germini, mais un invité que je retrouve autour du micro pour nous parler de transmission de PME. Bonjour Raphaël Gindra. Bonjour. Je t'ai connu en 2014 lors de la conférence NIPConf que j'avais co-organisée à Lausanne, tu t'en souviens ? Oui, Ça date, le temps passe. Et tu étais alors le cofondateur de la start-up BestMind, le cerveau des véhicules autonomes. Et cette première aventure entrepreneuriale, elle t'a permis de rencontrer tes premiers investisseurs et autres VC des deux côtés de l'Atlantique. Désormais à la tête de Noavo, t'ambitionnes avec les deux autres cofondateurs que sont Philippe Ries et Gregor Plattner d'assurer la pérennité des PME en Suisse en leur offrant une solution entrepreneuriale pour la gestion de la succession. Alors voyons comment dans cet épisode avec la question du jour, comment et à qui vendre sa PME ? Une question simple, mais une réponse qui sera peut-être plus compliquée. Vaste sujet, en effet. Moi qui me suis un petit peu documenté sur le web et autour de moi pour savoir comment se pouvaient se passer ces choses, alors c'est déjà une durée qui peut sacrément varier. Vous allez voir, ça va être des grands écarts à peu près à toutes les questions. On va tout dire et à peu près l'inverse. Et la durée, justement, c'est un temps moyen pour la succession qui passe du simple au quadruple. 1 an et demi pour le management buy-in ou MBI, jusqu'à plus de 6 ans et demi pour le family buyout ou FBO. Et au milieu, il peut y avoir encore les collaborateurs qui s'y mêlent avec le management buyout. Est-ce que tu serais d'accord de nous en dire un petit peu plus sur les différences entre ces trois solutions ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que la solution à l'intérieur de la famille, on pourrait se dire que c'est la solution en théorie la plus simple. Facile, ouais. Ouais, mais en réalité, c'est celle qui prend le plus de temps parce qu'il y a tout un contexte familial qui complexifie beaucoup les choses. Et c'est aussi un processus qui est peut-être moins strict et moins rigide qu'un processus potentiellement avec un acquéreur externe. À l'intérieur de la famille, les choses peuvent prendre beaucoup de temps, d'autant plus s'il y a plusieurs enfants autour de la table. Donc, dans une logique de management buy-in, c'est évident que ça ne va pas prendre 5 ans parce que l'acheteur externe, il a entre guillemets d'autres choses à faire. Et donc, il faut que ce processus, il ait un début et une fin relativement clairs. Et les durées qu'on voit là, 1,6 ans quand il y a un acquéreur externe, moi, ça me semble relativement classique. Bien garder en tête que ça compte la durée de préparation. En général, quand on est propriétaire de sa PME et qu'on fait un processus de vente, il y a peut-être 6 mois de préparation. Et puis après, un processus qui va prendre 8, 9, 12 mois en fonction de la vitesse à laquelle ça va. Et ce qui me vient un petit peu intuitivement, quand on parle de succession qui se passe dans la famille, c'est toute la partie émotionnelle. Alors, on dit que ça prend plus de temps, mais au final, c'est tout cet aspect émotionnel qui est peut-être moins canalisé que quand il y a un intermédiaire qui a plus d'expérience. Ouais, puis je pense qu'on n'est plus... Le monde a changé. Il y a peut-être 30, 40, 50 ans. C'est clair que quand papa avait une PME, c'était à peu près tout tracé. Et puis fiston devait reprendre la PME. Aujourd'hui, c'est quand même de moins en moins le cas. Les enfants veulent avoir leur propre carrière dans des domaines qui les intéressent. Et c'est de moins en moins naturel, ou en tout cas de moins en moins automatique, que l'enfant reprenne automatiquement la PME. Alors, donnons quelques chiffres, justement, parce que l'enquête sur la succession d'entreprise 2022, et puis je me demande s'il faut prendre ça comme un signal, mais elle avait été lancée en septembre 2023 par une vieille banque qui s'appelle Crédit Suisse et qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est dire si les choses changent. Et cette étude, elle est très bien faite, il n'y en a pas beaucoup en Suisse qui donnent des chiffres. Elle nous indique qu'environ 42% des PME, à l'époque, dans le pays, sont transmises à une ou un descendant direct, avec 11%, plus 42% que je viens de citer, qui sont à d'autres liens dans la famille, et finalement à 23% à des collaborateurs ou à des membres de la direction. Moi, ce que je me demandais avec ces choses qui ont bougé si vite ces dernières années, notamment suite au Covid, toi, ton ressenti par rapport à l'évolution de ces trois manières d'entreprendre une succession, c'est laquelle qui croît le plus rapidement en ce moment ? C'est difficile à dire, mais je pense qu'il faut pas oublier de reposer un peu le contexte et de se dire
qu'est-ce qu'on entend par PME? Et en fait, on entend des choses très, très, très différentes. La PME, ça va de la petite raison individuelle avec 0 ou 2 employés jusqu'à la PME de grande taille qui a peut-être des centaines d'employés. Et forcément, selon la taille et le nombre d'employés, les solutions sont vastement différentes. Quand on a une petite PME, la solution de facilité, c'est peut-être quelqu'un dans la famille ou un collaborateur qui pourrait prendre le relais. Mais quand la PME atteint une certaine taille et donc un certain coût, peut-être aux alentours de 10 millions et plus de francs suisses, c'est clair que la solution à l'intérieur des employés devient quasiment impossible parce que quel employé peut financer une telle transaction, même s'il a le soutien d'une banque. On parle quand même de solutions et de transactions qui sont chères. Donc quand on atteint les 10 millions et plus, l'univers change. Et là, on doit forcément, en général, se diriger vers des solutions externes avec d'autres acquéreurs qui ne sont pas nécessairement déjà dans l'entreprise ou déjà dans la famille. Et quand tu mentionnais les 10 millions, donc c'était 10 millions de francs suisses de chiffre d'affaires par année. Ce n'est même pas le chiffre d'affaires, c'est plutôt la valeur de l'entreprise. Donc le prix à payer pour racheter l'entier des actions, c'est évidemment un chiffre estimatif, mais ça donne un peu un ordre de grandeur. Je pense que quand on est dans des petites transactions de quelques millions, c'est assez naturel de trouver une solution proche de soi, la famille, les employés, ou peut-être de privé à privé, un autre entrepreneur qui est potentiellement intéressé à reprendre la PME à titre personnel et continuer l'aventure. Mais quand on passe la barre des 10 millions, ça devient beaucoup plus dur de vendre sa société à une seule et unique personne. Et on rentre un tout petit peu plus dans l'univers des fonds de private equity ou bien alors les acquéreurs stratégiques. Donc vendre à un concurrent ou vendre à une autre entreprise qui est déjà active dans le même secteur ou dans la même industrie. Il y aura quelques chiffres qui seront publiés dans les notes d'émission. Donc courez voir sur audiolab.ch pour vous rendre compte des différences, chiffres à l'appui, qu'il peut y avoir. Par exemple, entre une PME, tu le disais très justement, il peut y avoir un collaborateur, donc le patron, dans les plus petites des PME. Et là, en l'occurrence, on aura des chiffres jusqu'à 249 employés. Après, les statistiques peuvent varier en fonction des sources et pays des aussi. définitions. Mais dans ton introduction, tu as dit qu'il y avait un pourcentage important de PME qui ne trouvaient pas de repreneurs. On disait 1 sur 3. Je pense qu'il faut bien garder en tête 2 choses. C'est que parmi ces 1 sur 3, il y a encore énormément de très, très, très petites PME, des raisons individuelles. Et il faut être très franc, ces boîtes-là, c'est quasiment impossible à vendre et quasiment impossible à racheter. Et ensuite, aussi, dans ces 1 sur 3, il y a des entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de succès ou qui tournent à peine, qui végètent. Donc, c'est aussi une logique normale que toutes les entreprises ne trouvent pas repreneurs. Parce que l'économie change, les besoins changent et malheureusement, il y a des nouvelles sociétés qui se créent chaque année, comme il y a des sociétés malheureusement qui disparaissent chaque année. On devine l'opacité de ce marché quand on t'entend parler de cette manière, c'est-à-dire difficile d'avoir les bons interlocuteurs en face de soi, difficile d'avoir aussi les bonnes infos, indépendamment des bons interlocuteurs. Donc il y a une sorte de brouillard que je devine pour savoir finalement, est-ce que c'est une bonne affaire? Où est la bonne affaire? Ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on fait pour lever une partie de ce brouillard? Alors tu m'as donné quelques éléments de réponse parce qu'on citera un article en inspiration qui vient d'être publié par le magazine Bilan, qui confirme en l'occurrence cette opacité, puis qui n'y va pas par 4 chemins, qui dit va falloir se bouger. Et je pense que là, on en revient aussi un tout petit peu à l'état d'esprit en Suisse et le fait que les gens aiment bien leur sphère privée, ils ne sont pas très publics sur ce genre de choses. Mais il y a des pays comme aux États-Unis, quand un propriétaire d'entreprise veut vendre sa boîte, il inscrit sa société sur un certain nombre de portails, un certain nombre de sites web, et il affiche noir sur blanc la société à vendre, comme si tu devais vendre une maison ou un appartement. En Suisse, ce n'est vraiment pas le cas. L'énorme majorité des sociétés, les ventes ne se font pas de manière publique. Peut-être pour tenter de toucher du doigt, de mieux cerner le profil de PME qui peuvent rentrer dans ce scoring de la PME qui serait intéressante en termes de succession. Encore un chiffre avec ces 17% des entreprises suisses entre 10 et 49 employés qui connaissent des problèmes de succession, contre seulement 8,1% des entreprises de 50 à 249 collaborateurs, donc la taille au-dessus, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression que ça corrobore ce que tu viens de nous mentionner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une structure plus importante, plus de collaborateurs, ça veut souvent dire finalement plus de chiffre d'affaires, plus de marge générée, et peut-être que c'est mieux anticipé. À partir de 50 collaborateurs et plus, est-ce que ça veut dire que la PME de tes rêves
a priori, elle pourrait avoir entre 30 et 50 collaborateurs, générer un chiffre d'affaires de plusieurs millions par année, et à partir de là, avoir quelques indices qui permettent de dire, attends, là, ça vaut le coup de commencer un contact. Ouais, je pense que là, on met le doigt sur deux choses importantes. Le premier aspect, c'est un peu la solitude de l'entrepreneur. C'est clair que plus la PME est petite, moins l'entrepreneur est entouré, plus il est solitaire, et vu qu'il doit faire tourner un business, il n'a pas forcément beaucoup de temps et d'énergie pour réfléchir à ce genre de questions et un peu anticiper toutes ces problématiques de succession. Donc que les petites PME aient plus de challenges que les plus grosses, encore une fois, c'est vraiment pas une surprise. Et l'autre argument ou l'autre aspect autour de cette question, c'est du point de vue de l'acheteur. Le problème, c'est que quand on achète une petite PME, en général, cette PME est ultra dépendante du propriétaire. C'est le propriétaire qui prend toutes les décisions, c'est le propriétaire qui a toutes les relations avec les clients. Et dès que cette personne-là part, à court ou moyen terme, peu importe, mais dès que cette personne quitte l'équation, il y a une vraie question qui s'ouvre de savoir à quel point la PME va pouvoir continuer à juste maintenir le chiffre d'affaires actuel. On ne parle même pas de se développer. Et c'est pour ça que pour des acquéreurs comme nous, Noavo, c'est vrai qu'on se focalise sur les PME, on va dire, de taille moyenne. Donc, c'est les PME voilà, qui ont peut-être effectivement entre 20 et 100 employés, qui font une dizaine, 10-15 millions de chiffre d'affaires ou plus, avec un bénéfice voilà, de 2, 3, 4 millions par année. Donc, c'est déjà des très, très belles PME rentables, mais c'est des PME où on pense qu'il y a encore des marges de croissance assez significatives. Mais c'est des PME qui sont pas trop fragiles si tout d'un coup le propriétaire quitte l'équation, part à la retraite, ou peu importe la raison, hein, ça peut être des très très bonnes raisons. Il y a quelques critères qu'on devine naturellement, comme le chiffre d'affaires, la proportion de marge par rapport au chiffre d'affaires. Peut-être qu'on a également une idée, partant du nombre de collaborateurs, sur quelle est la contribution de chacun de ces collaborateurs. Donc, on les comprend naturellement, ces critères-là. L'autre critère que tu as cité, je pense qu'il me parle directement, naturellement, c'est le fait que souvent, dans les plus petites PME, le patron est en fait l'entreprise. C'est littéralement l'entreprise parce qu'il s'occupe de tout Exactement. dedans. Je me demandais s'il y avait des autres critères, qu'ils soient financiers ou non, que tu jugerais importants et qu'on n'a pas encore dit. Ce qu'on voulait faire en lançant ce projet, c'est ouvrir une nouvelle solution ou un nouveau type de solution pour les entrepreneurs qui possèdent des PME de taille moyenne. Parce qu'encore une fois, on pense que les petites PME, la solution, elle est plutôt au sein des employés ou au sein de la famille. Et ce n'est pas forcément dans ce secteur-là que Noavo a le plus de cartes à jouer. Par contre, quand on est propriétaire d'une PME qui vaut, on va donner une fourchette large, entre 10 et 30 millions, et qu'on veut, pour une raison ou pour une autre, remettre tout ou partie de cette PME, les options qu'on a face à soi, elles sont quand même relativement limitées. On peut vendre un fonds de private equity, mais le problème, c'est que ça va être des gens qui sont souvent des financiers, qui ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes. Donc, il y a déjà un peu un clash de culture et un clash d'ADN. Mais ensuite, l'autre vrai problème, c'est que ces gens-là, ils achètent des sociétés pour les transformer et les revendre dans un laps de temps quand même relativement court. On parle souvent de 4, 5, 7 ans. Et donc, quand un entrepreneur veut vendre sa PME et veut idéalement trouver une solution qui permette de maintenir la pérennité de la PME, ce n'est pas forcément une super bonne idée d'aller vendre un fonds de private equity en dehors du désalignement d'ADN et de personnalité. Et donc l'autre option, c'est souvent d'aller vendre à un concurrent ou d'aller vendre à une autre entreprise déjà active dans la même industrie, dans une logique de consolidation. Mais encore une fois, pour le patron de PME qui a passé 10, 15, 20 ans à développer sa PME, qui s'est battu face à ces concurrents-là, c'est quand même pas forcément évident d'aller vendre puis de se dire, ma PME, dans sa forme actuelle, elle va forcément disparaître, elle va se faire englober dans un groupe plus large. Et c'est un peu ce problème-là qu'on essaie de résoudre avec Noavo en ouvrant cette nouvelle solution, en se disant, nous, on est entrepreneurs, on s'investit sur du temps long et très long, on n'a pas les mêmes contraintes que les fonds de private equity, et donc on peut offrir une nouvelle solution à ces gens qui sont dans la fourchette 10 à 30 millions de valorisation. Il y avait un point que tu m'avais soulevé en off et qui me vient maintenant que j'entends cette explication, Raphaël. Toujours sur la question, les critères financiers ou non, ce serait peut-être un critère non financier, mais là, ce serait peut-être moins sur la valeur même intrinsèque de l'acteur que de la région dans laquelle il est actif. Une région comme la Suisse romande, ou je vais même aller encore un peu plus loin, une région comme le Tessin, par exemple, c'est une région qui est minuscule, et sur une région de 200 000 et quelques personnes qui résident,
il y a effectivement des belles affaires à faire. Et ce que je me dis, c'est que quand on est au Tessin, alors pour les avoir entendus, ces patrons, en général, il y en a un deuxième qui arrive à être le challenger. Et toute ta vie, en fait, pendant 20 ans, 30 ans, tu aurais été le concurrent de ce gars-là. Et puis c'est vrai que quand tu commences à être un petit peu âgé, que tes enfants ils sont partis faire les études ailleurs, qu'ils ont peut-être d'autres ambitions, j'en ai connu à qui ça faisait mal au sac, pour dire clairement, de vendre en fait aux concurrents, même s'ils pouvaient avoir un petit pactole en retour. Et c'est vrai que du coup, ils ont commencé à regarder vers l'extérieur. Alors là, c'était peut-être naturellement vers l'Italie, parce qu'on parle la Bien même sûr. langue, parce qu'on a des contacts d'affaires. Et en l'occurrence, j'ai l'impression qu'un acteur comme Nuovo, dans une région qui compte pas beaucoup plus d'habitants, 2 millions d'habitants, un nombre de PME qui est lui aussi limité, et où je me dis qu'on se tire la bourre parfois entre nous, entre Genevois et Lausannois, pour faire ce petit clin d'œil, j'ai l'impression que passer par un acteur qui te fait sortir un petit peu de ta zone de référence, ça peut être une réelle plus-value, j'ai envie de dire des deux côtés, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et puis la Suisse romande, c'est exactement la même chose. Je veux dire, la Suisse alémanique, c'est un marché qui est beaucoup, beaucoup plus saturé parce qu'il y a énormément d'acteurs locaux, encore une fois, dans le monde du private equity. En plus, il y a les acteurs souvent allemands, voire autrichiens, qui viennent également s'intéresser aux opportunités en Suisse alémanique. Mais en Suisse romande, c'est un marché qui est beaucoup moins saturé parce que les Zurichois ou les Zougois vont pas forcément venir, les Français non plus. Donc le marché est beaucoup moins saturé et je pense qu'avec Nuovo, on a une vraie carte à jouer en Suisse romande et peut-être également au Tessin. Mais l'enjeu, à la fin, c'est de bien garder en tête qu'en dehors de l'aspect financier de ce type de transaction, c'est vraiment une histoire humaine. Et il faut vraiment comprendre ce que l'entrepreneur cherche, ce que l'entrepreneur veut pour lui-même et pour le futur de son entreprise. Et puis voilà, dans certains cas, ce qu'on fait avec Nuovo, ça peut être très pertinent et très aligné. Et dans d'autres cas, pas du tout. Et c'est pas un problème. Il faut juste le savoir assez vite dans le processus et puis se focaliser là où on pense que notre positionnement, notre profil entrepreneurial et la façon dont on veut aborder et soutenir les entreprises, il faut simplement comprendre là où ça fait du sens et là où ça fait potentiellement moins de sens. Et on l'a vu, ces 12 derniers mois, on a vu une quarantaine de dossiers. C'est clair qu'il y en avait certains qui étaient vraiment dans une logique de consolidation. Les propriétaires voulaient vendre à une entreprise similaire dans le même secteur. Et là, on n'était évidemment pas du tout les partenaires les plus pertinents. En tant que patron, justement, un patron qui envisagerait de remettre sa PME, sa société, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend. Comme on l'a vu au début, c'est des processus qui prennent vite des années parce qu'il y a toute la phase de préparation avant de vraiment commencer à parler à des potentiels acquéreurs, avoir vraiment la documentation, les comptes à jour, potentiellement faire un petit peu de nettoyage. Une des erreurs que font certains propriétaires de PME en Suisse, c'est qu'ils dégagent du bénéfice avec cette PME et en fait, ils font des investissements via la PME. Ils achètent peut-être des appartements de rendement ou ils font des investissements tiers. Donc, le vrai business, plus un certain nombre de choses annexes qui n'ont pas forcément de lien avec le business principal de la PME. Et ce cas de figure-là n'est pas facile à gérer dans le cadre d'une transaction parce que ça fait gonfler le prix, puis peut-être que l'acquéreur, il veut pas tout acheter. Il veut acheter que la partie qui l'intéresse. Donc, je pense que c'est important de bien se préparer. S'il y a ce genre de situation où la structure inclut différents types de choses, peut-être les séparer ou faire un certain nombre de choses par avant. Et l'autre aspect qui est aussi important, c'est d'avoir quand même une idée assez claire du prix qu'on en attend. Et c'est là qu'on peut voir potentiellement des décalages assez significatifs entre ce que le vendeur souhaite ou a en tête versus ce que le marché est potentiellement prêt à payer. Mmh. Mais il y en a un, j'ai l'impression, qui est un petit peu plus rationnel que l'autre dans son estimation. C'est-à-dire que le marché, lui, il voit une valeur qu'il a envie de faire croître. Et peut-être que le vendeur, pour avoir lu justement ce passage très intéressant de l'article, qu'on va vous dire tout à l'heure, on mettra le lien dans les notes d'émission sur audiolab.ch. Donc n'ayez crainte, vous aurez accès à ces informations-là. Et merci au magazine Bilan de nous avoir nourris avec ces infos. En gros, il est mentionné dans cet article qu'entre la perception de prix du vendeur, donc du patron qui veut vendre sa société, et celui qui est intéressé à la reprendre, on passe assez facilement du simple au double. Vous vous rappelez les grands écarts que je vous avais annoncés en intro? Ça en est un de plus. Et moi, j'ai le sentiment que si on se prépare bien, tu te rappelles, tu viens de mentionner, se documenter, peut-être refaire un petit peu de nettoyage au niveau de la compta, au niveau des opérations.
J'ai l'impression en fait qu'en se préparant de cette manière-là, on perce le fantasme, on redevient peut-être un peu plus réaliste et que dans cette préparation, on s'évite des ascenseurs émotionnels, hein, parce que s'il y en a un qui dit 1 et l'autre qui dit 2, ça va être plus long pour se C'est rejoindre. aussi tout l'intérêt de se faire accompagner. Si l'entrepreneur fait le choix de se faire accompagner par un conseiller en fusion-acquisition, un des tout premiers rôles de ce conseiller au début du processus, ça sera quand même d'aligner un peu les attentes en termes de valorisation, parce que le conseiller, il ne va pas prendre un mandat si, je vais donner des chiffres au hasard, mais si l'entrepreneur, il attend 20 millions, puis qu'en fait, le conseiller, il sait pertinemment que ça va se vendre à 8, 10 ou 12. Donc, il faut de toute façon que les planètes soient un tout petit peu alignées dès le départ. Et un des principaux enjeux sur ce point-là, c'est que l'entrepreneur aura tendance à prendre en compte dans son calcul ou dans ses attentes des choses qui sont subjectives. La renommée de la société, la marque, le travail et l'effort qu'il a fourni au cours des dernières années, voire des dernières décennies. Et c'est quelque chose que l'acquéreur ne va pas forcément juger de la même façon. L'acquéreur, il va forcément plus s'appuyer sur les comptes, les chiffres et forcément les perspectives futures de l'entreprise. Je crois qu'on a même un cas concret dont on peut parler, hein, parce que tu as annoncé avec tes autres cofondateurs une bonne nouvelle que j'ai reçue moi aussi, parce que Noavo a récemment fait une belle emplette. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le cas de Domophène, cette PME qui est basée dans le Jura? Et finalement, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés pour ce premier investissement? On a lancé Noavo il y a un tout petit peu plus d'une année. Comme je l'ai dit avant, on a vu une quarantaine d'opportunités au cours de l'année. Et Domophone, c'est la première transaction qu'on a eu la chance d'annoncer il y a maintenant quelques jours. Et c'est vraiment entre guillemets, la concrétisation de ce projet Noavo qui vient également confirmer un peu nos hypothèses et la proposition de valeur qu'on avait en tête, ce que j'ai expliqué avant. Donc Domophone, c'est l'exemple parfait. C'est une PME familiale, seconde génération, basée dans le Jura en Suisse. Active dans toute la Suisse? Active aujourd'hui essentiellement en Suisse romande, mais avec des plans d'expansion en Suisse alémanique. C'est d'ailleurs un des enjeux où on pense qu'on va pouvoir accompagner efficacement cette entreprise-là. Mais c'est vraiment l'exemple typique de la belle PME familiale suisse, très connue dans son domaine et dans son industrie, mais honnêtement assez peu connue du grand public. Et la Suisse regorge de ce genre d'exemples. Mais encore une fois, on est dans des zones de taille et de prix où en fait les options qui s'offrent à ce genre de propriétaires, il n'y en a pas des centaines et des milliers. Et on est très heureux que ce qu'on propose avec Noavo ait pu résonner avec le vendeur et le propriétaire. Souvent, les belles emplettes, il y a plus d'une personne qui est intéressée et qui est autour de la table pour discuter. Comment est-ce que vous avez fait la différence par rapport à d'autres acteurs qui pouvaient être intéressés par la même entreprise? C'est vraiment, encore une fois, l'aspect humain. Le fait qu'on soit nous-mêmes entrepreneurs, qu'on ait une vision à long terme, qu'on veuille s'engager pour vraiment aider et soutenir au quotidien cette entreprise et qu'on voit vraiment ça comme un partenariat. C'est pas une acquisition, c'est pas une OPA hostile ou peu importe le vocabulaire qu'on veut utiliser. Nous, on voit vraiment ça comme une aventure humaine et un partenariat sur le long terme. C'est juste un soutien externe avec Noavo qui va venir continuer à aider cette entreprise. Et qui dit entrepreneur dit aussi savoir piloter une entreprise. Un argument qui est cité plus d'une fois sur le site de Noavo, c'est la possibilité de dynamiser, de redynamiser la société qui est acquise ou qui est co-acquise, et ce, notamment par tous les bénéfices de la transformation digitale. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Comment on fait ça? C'est une excellente question. Et je pense que là, c'est aussi important de peut-être juste faire un pas en arrière et de réexpliquer un peu le profil des différentes personnes au sein de Noavo. Moi, j'ai eu un passé d'une dizaine d'années dans le monde des startups, donc vraiment fondateur et opérateur moi-même de mon entreprise. Mes cofondateurs ont plutôt eu un rôle dans des plus grandes entreprises, que ce soit UBS, Google ou d'autres, mais aussi des casquettes d'investisseurs dans différents types d'entreprises. Et en fait, ce qu'on a vu il y a une année et demie, quand on s'est focalisé sur ce projet-là, c'est que les startups ou les grands groupes sont relativement à jour quand il s'agit d'utiliser les dernières technologies, quand il s'agit peut-être d'utiliser les méthodes les plus modernes dans le domaine du marketing et de la vente. Malheureusement, les PME ont plutôt tendance à avoir pris un petit peu de retard sur ces sujets-là au cours de la dernière décennie.
Et c'est pas du tout un reproche, c'est juste que le monde change super, super vite. On le voit aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a des news tous les 3 jours. Donc comment on veut qu'une PME puisse suivre, c'est quasiment impossible, surtout dans des PME de taille réduite, où en général, il y a assez peu de personnel sur ces sujets de technologie, vente et marketing. Et donc c'est vraiment ces sujets transversaux où on pense que l'expérience de Noivo et des personnes au sein de Noivo peut faire la différence. Et c'est sur ces sujets-là qu'on aura vocation à aider les entreprises qui rejoindront Noivo dans les prochaines années. Puis évidemment, la première, c'est Domophone, comme on vient de le citer. Donc c'est un cas d'usage que vous pourrez découvrir sur le site de noivo.ch. En l'occurrence, il y a le cas d'usage de Domophone qui vient d'être révélé. Comment est-ce qu'on vient jusqu'à toi, Raphaël, si on se pose des questions sur la succession de sa PME? Ouais, le plus simple, c'est le site web, LinkedIn, ou juste simplement nous envoyer un email. Nous, on est forcément très ouvert à avoir prendre un café, rencontrer des entrepreneurs, même des entrepreneurs qui ne sont pas forcément prêts à vendre aujourd'hui, mais simplement des gens qui se posent des questions sur les prochaines étapes pour leur entreprise. Et puis, toutes ces prises de contact sont utiles. On est aussi très heureux de juste donner du feedback ou donner quelques conseils, même si à la fin, ça débouche sur rien. Encore une fois, c'est une aventure humaine. Dans certains cas, on peut être de bons partenaires et puis des gens pertinents peut-être pour la suite. Et dans plein d'autres cas, ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas de problème avec ça. Et vous serez en face de partenaires qui ont compris que ça prend du temps en plus de ça. Donc on postera le lien vers la page LinkedIn de Raphaël dans les notes d'émission également. Mais il nous reste une petite touche à apporter ensemble et pour ça, on va respirer un grand coup pour la section inspiration. Et on a au menu 2 plats avec un article, et je remercie Raphaël parce que c'est de lui que vient cette inspiration. Donc un article qui a été publié par le magazine Bilan avec un titre qui dit son nom, Comment acheter une entreprise familiale en Suisse. Et on va retrouver passablement de choses en fait que tu as dites, Raphaël. L'opacité de ce marché, le fait qu'il est difficile d'en connaître la valeur tant qu'on n'a pas les vraies informations. Qu'est-ce que tu as retenu encore toi de cet article? Non, je pense que l'opacité, c'est vraiment le point central. C'est que il ne faut pas oublier que vendre sa PME, c'est quelque chose de très émotionnel en Suisse. Pour le propriétaire. C'est émotionnel partout dans le monde. Mais en Suisse, les gens ne veulent pas crier ça sur la place publique. Donc, les ventes, souvent, ne se savent pas, ou en tout cas, elles ne sont pas mises en avant de manière très publique. Ce n'est pas comme dans le monde de l'immobilier où on va sur ImmoScout et puis on voit les appartements qui sont à vendre. Là, je veux dire, plus de 90% des transactions en Suisse, elles ne sont pas publiques. Elles se font dans des petits cercles, encore une fois avec les conseillers M&A qu'on a mentionnés avant. Donc c'est vraiment important de connaître ces gens-là. C'est des intermédiaires absolument essentiels pour Noivo, les autres acteurs de ce marché-là. Mais je pense l'aspect émotionnel et encore une fois le fait qu'avant d'être une transaction financière, c'est une aventure humaine, c'est vraiment les choses les plus importantes à garder en tête. Voilà, et la suite de la réponse à comment acheter une entreprise familiale en Suisse en lisant l'article qui sera posté en lien dans les notes d'émission sur audiolab.ch. Est-ce que je te lis la citation que j'ai dénichée et toi, tu me dis ce que t'en penses? Allons-y. J'ouvre les guillemets. Dans ce nouveau monde, si vous n'êtes pas autour de la table, vous figurez sur le menu. Et c'est Guy Verhofstadt, un ex-premier ministre belge, qui nous rappelle ça. Bon, il y a effectivement forcément une référence à l'actualité politique récente au niveau mondial, mais si on fait le parallèle avec le monde de la PME, puis le sujet qui nous a occupé ces 30 dernières minutes, je pense que c'est vraiment, encore une fois, le fait qu'il faut se préparer, qu'il faut anticiper. Et si on n'est pas moteur de cette problématique-là au sein de sa PME, on peut peut-être malheureusement un jour se retrouver dans une situation où on n'a plus le choix parce qu'on a un problème de santé ou un événement de vie qui fait qu'on doit remettre sa société assez rapidement. Et si ces démarches-là n'ont pas été anticipées, malheureusement, on va peut-être être forcé de vendre peut-être pas aux meilleures conditions ou peut-être pas à l'acteur auquel on aurait souhaité initialement vendre. Et c'est aussi une phrase que je vais garder pour moi-même, parce que c'est vrai que alors, je suis bavard quand je suis autour d'un micro, mais j'ai toujours tendance à préférer l'action que les discussions. Il y a des discussions qui valent quand même la peine. Et il y en a certaines qui prennent du temps. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête. Et puis, gardez en tête la question de qu'est-ce qu'on veut pour soi-même, qu'est-ce qu'on veut pour l'entreprise, est-ce qu'on veut vendre l'entier de la société ou peut-être juste une partie.
Est-ce qu'on veut que la société puisse continuer dans sa forme actuelle avec un acteur qui puisse sécuriser la pérennité, ou est-ce qu'on est complètement d'accord de peut-être vendre un concurrent ou un autre type d'acteur? Est-ce que peut-être, voilà, les fonds de private equity, je pense que ce n'est pas la solution la plus adaptée pour beaucoup d'entrepreneurs, mais pour certains, ça l'est, et c'est complètement OK si l'entrepreneur est d'accord avec les règles du jeu. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait, c'est un peu aussi comme dans le monde des startups. Il faut savoir à quel jeu on veut jouer, et donc aussi quelles sont les règles du jeu, simplement. Et stretchez-vous, parce que j'ai l'impression que des grands écarts, il risque d'y en avoir encore si vous réfléchissez à une succession. Donc merci beaucoup pour toutes ces infos et ces conseils, Raphaël, cofondateur de Noivo. C'était un plaisir de te retrouver autour de cette table. Merci à toi. Et pour ceux qui ont envie de retrouver le podcast Café Croissance, vous savez que nous avons des épisodes, mon Dieu, qui datent de l'année passée. Alors je ne vous cache pas que je suis en train de retourner à mes anciennes amours, Je suis en train de penser au retail, je suis en train de penser aux médias. Donc il est fort possible, /probable, que vous vous retrouviez avec des épisodes en lien avec ces deux thématiques, ou bien l'une ou bien l'autre. En tout cas, je suis en train de les préparer. En attendant, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Café Croissance. Un podcast Audiolab.